Bonsoir à tous. Donc, ça vous permet de tester le son. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez confirmer dans le chat si vous m'entendez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Caroline Mignalet, donc je dirige Averroès e-learning, qui est donc une accompagnement pour les élèves français de l'étranger et qui édite, j'en profite, un palmarès des lycées français de l'étranger, dont la deuxième édition est sortie, a été publiée cette semaine. Ce webinaire, donc consacré à Parcoursup 2026, est organisé en partenariat avec la France, dont tante ministre Martigal est parmi nous ce soir. Elle n'était pas à 13h, mais elle est là ce soir. Ce soir, accompagnée aussi de Soukaina, qui sera probablement un petit peu plus tard, pour évoquer les parcours d'études Parcoursup étrangers. Alors, je ne sais pas si... Caroline, je confirme ce qui est écrit dans le chat. Il y a un problème de micro qui fait clac-clac et du coup, voilà, on perd un petit peu une partie de ce qui est dit. Alors, attends. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas, là, on n'entend pas très fort, mais je peux en profiter pour dire quelques mots. Ça marche très... Est-ce que c'est possible de reparler, Caroline, pour... Oui. Alors, là, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? On entend, pas très très bien, pas très fort, mais bon, on entend, en tout cas sans le cliquetis. Pour le petit. Alors, je vais essayer de monter le son, mais je suis au maximum. Alors, je vais essayer autre chose. Ça marchait très bien à midi, à 13h, je n'ai rien changé. Hop, Hmm. alors, attendez. Hop. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, oui, ça va. Si ça va. Ok. Euh, je peux faire ça. J'essaye de... Hop. Voilà. Là, je pense que c'est ce que je peux faire de mieux. Ok, super. Je ne sais pas si je recommence. Non, donc voilà, bienvenue dans ce webinaire. Je vais tout de suite laisser la parole à Mélissa de la FAP pour vous introduire ces activités et dont on est le partenaire sur l'organisation de cette série de webinaires. Voilà. Merci Caroline et merci à tous d'être là ce soir pour bénéficier des lumières d'Averroès e-learning et de Caroline et Soukaina sur Parcoursup et Parcoursup 2026 dont on va apprendre des choses aujourd'hui. Voilà, donc la FAPE, c'est la Fédération de vos associations de parents d'élèves à l'étranger et nous vous représentons, ce qui n'est pas de tout repos en ce moment, puisque, comme vous le savez, et ça tangue beaucoup dans le réseau. Mais ce soir, on va parler d'un sujet tout aussi stressant, donc Parcoursup. Merci et je rends la parole à Caroline. Ok, merci beaucoup. Donc, et Soukaina, qui est basée à Casablanca, vas-y, Soukaina, je te laisse te présenter, c'est plus simple. Bonsoir à tous. Moi, c'est Soukaina. Je suis basée à Casa et on accompagne avec Study Easy depuis maintenant 5 ans les élèves sur tout ce qui est orientation scolaire et inscription post-bac à l'international. Donc, aujourd'hui, je vais venir vous apporter de l'information sur les inscriptions à l'international. Super, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure ou de les regrouper. Si vous pouvez privilégier le chat plutôt que le Q&A, c'est plus facile. Pour moi, ça me permet, comme ce soir, je suis toute seule, ça me permet de gérer un seul canal. Enfin, toute seule à gérer le chat.
Et voilà, donc on va aborder Parcoursup pour les élèves des lycées français de l'étranger, avec les spécificités, les nouveautés de cette année. On verra ensuite comment on construit son dossier de candidature et un peu quelle est la stratégie pour se détendre un peu par rapport à Parcoursup. Et puis, Soukaina abordera donc les parcours à l'étranger et on verra ensuite les quelques axes sur lesquels il faut rester vigilant en termes de dossier par rapport à ces questions d'orientation et de sélection. Voilà. Donc, pour démarrer, qui est concerné par Parcoursup cette année? Alors, euh, cette année, comme les années précédentes, mais c'est important de le dire parce que, en fait, à l'international, les situations peuvent être effectivement très diverses. Donc, Parcoursup, c'est accessible à, bien sûr, tous les élèves des lycées français de l'étranger. Et dans ce cadre-là, les élèves des lycées français de l'étranger seront accompagnés par leurs établissements pour faire leurs inscriptions, créer leurs dossiers, etc. Mais Parcoursup, c'est aussi accessible à tous les élèves de nationalité française, même s'ils ne sont pas scolarisés dans un lycée français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève qui serait en école internationale à Abu Dhabi, Dubaï ou je ne sais où, ou Singapour, à partir du moment où il est de nationalité française, il a la possibilité il a le droit de candidater sur Parcoursup. Simplement, il va devoir gérer sa candidature plus en autonomie parce qu'il ne sera pas soutenu par son établissement. Et enfin, Parcoursup, c'est aussi ouvert à tous les élèves qui sont scolarisés dans l'Union européenne, et ce, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur système de scolarisation. Voilà, donc pour des élèves, je ne sais pas moi, espagnols, mais scolarisés en Espagne et dans une école espagnole, mais intéressés par une orientation ou une formation en France, ils ont effectivement accès à Parcoursup. À cela, on ajoute les élèves qui ne seraient pas européens, donc qui ne seraient pas membres de l'UE et qui ne seraient pas non plus inscrits dans un établissement homologué, mais qui souhaitent présenter des filières sélectives. Donc, dans certains cas, il est possible de s'inscrire aussi via Parcoursup. Et enfin et surtout, donc ça c'est vraiment une minorité d'élèves. En revanche, ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont tous les élèves qui sont en réorientation, c'est-à-dire tous les élèves qui ont fait une première année parfois à l'étranger, parfois aux Pays-Bas, parfois en Angleterre, qui sont pas satisfaits de leur cursus, qui n'ont pas vraiment trouvé ce qu'ils cherchaient et qui veulent viser une autre formation basée en France. Ces élèves-là ont aussi accès à Parcoursup. Donc en fait, en ce qui concerne les jeunes scolarisés hors de France, en fait, Parcoursup est de droit pour un très grand nombre de personnes. Globalement, si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement aux élèves des lycées français de l'étranger, euh, puisque c'est quand même la majorité des gens qui sont parmi nous ce soir, il faut savoir que les trois quarts des élèves, un peu plus des trois quarts des élèves de terminale, ont l'année dernière fait au moins un vœu sur Parcoursup. Que ce soit leur best choice ou pas, mais ils ont quand même fait un vœu. Et 93% d'entre eux ont reçu au moins une offre. Cette information, elle est importante parce que on entend parfois dire que les élèves de l'étranger sont défavorisés dans Parcoursup par rapport à des élèves de France. C'est faux. Statistiquement, c'est faux. Ils ne sont absolument pas défavorisés, voire leur pourcentage d'offres est même plus élevé que la moyenne nationale. Ceci étant dit, si trois quarts des élèves ont fait l'année dernière un vœu sur Parcoursup, en réalité, ils ne sont qu'un peu plus de la moitié
à finir par choisir de faire leurs études en France. L'autre moitié, enfin les 47% restants, faisant leurs études ailleurs. Donc ailleurs, c'est soit dans un système étranger, dont nous parlera Soukaina, soit dans le pays dans lequel ils vivent, etc. Je pense par exemple à l'Allemagne, où de très nombreux élèves qui sont en Abibac vont choisir leurs études, de rester pour leurs études en Allemagne. Par exemple, pour les études de santé, ou etc. Euh, donc, ces élèves qui décident de faire qui viennent des lycées français de l'étranger et qui décident de faire leurs études en France, qu'est-ce qu'ils font? La grande majorité, ils s'inscrivent à l'université en licence et majoritairement, ils s'inscrivent dans des formations de santé. Donc, on reviendra sur le détail des formations de santé, donc PASS ou LAS, ou en droit. Ce sont vraiment les deux cursus qui rassemblent le plus d'élèves en provenance des lycées français de l'étranger. Ensuite, on a à peu près une proportion équivalente, 11 et 10%, 11% et 10%, qui intègrent une école post-bac sur concours, soit une école de commerce, soit une école d'ingénieur, en ingénierie. Et enfin, on a 9%, et c'est plutôt en légère augmentation, 9-10% d'élèves qui intègrent une classe préparatoire, quelle que soit la classe préparatoire, c'est-à-dire que ce soit une classe prépa en commerce, donc ECG, en lettres, donc Cagne-Hippocagne, ou scientifique en maths sup, maths spé. Voilà un peu les parcours qui sont suivis par les élèves. Hop. Alors, d'une manière générale, comment marche Parcoursup? Je reviendrai en détail sur chacun de ces éléments, mais Parcoursup, c'est 3 étapes, 3 grandes étapes. Une étape d'information, une étape de vœux et une étape de choix en réponse, enfin, suite aux réponses des formations que l'élève avait sélectionnées. La phase d'information. Cette phase d'information, Parcoursup 2026 va ouvrir le 17 décembre, donc juste avant les vacances de Noël. Je vais insister un petit peu sur cette phase d'information parce que Parcoursup recense près de 25 000 formations et que c'est donc pour les élèves et pour leurs familles un excellent moyen de collecter de l'information, de faire un peu son shopping, c'est-à-dire d'aller voir quelles filières sont intéressantes, quelles universités sont possibles, qu'est-ce que contiennent les dossiers de candidature, quel est le degré de sélectivité de cette formation, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. La qualité de l'information qui va être fournie formation par formation, et cette année encore plus importante, est assez opérationnalisable. Donc, ça permet aux élèves et aux familles de faire des vœux un petit peu en connaissance de cause, en sachant ce qui est attendu. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, si un élève s'intéresse à je sais pas moi, une prépa en maths sup, dans les attendus de la prépa maths sup, tout naturellement, on attend que les élèves aient suivi un enseignement de spécialité mathématique en terminale et un deuxième enseignement de spécialité scientifique. Si le candidat n'a pas choisi ces spécialités-là en terminale, c'est pas vraiment la peine de faire ce vœu. Ou en tout cas, s'il le fait, il sait que il a très peu de chances que son dossier soit accepté. Voilà. Donc, cette phase d'information, elle est vraiment déterminante. Il faut la démarrer pendant les vacances de Noël. C'est pour ça que tous les ans, Parcoursup ouvre juste avant les vacances de Noël. Et même si à Noël, on a plein d'autres choses à faire et on est souvent en famille, etc.,
c'est l'occasion de surfer le temps d'une grasse matinée ou le temps d'un goûter ou sur un temps dédié. C'est l'occasion de surfer un peu sur Parcoursup. Cette partie-là est excessivement bien faite. Vous pouvez sélectionner par formation, sélectionner géographiquement, etc. Donc, il y a énormément de voies d'entrée qui vont permettre d'obtenir une information vraiment qualitative. Et les utilisateurs ont aussi la possibilité, et j'invite vraiment les élèves à le faire ou les familles à le faire, ont la possibilité de comparer des formations. Donc voilà, on s'intéresse à 3-4 formations ou une même formation dans 4-5 universités ou dans 4-5 écoles. Parcoursup vous offre la possibilité de les comparer, donc de comparer leur sélectivité, leurs frais de scolarité, leur modèle pédagogique, les attendus, etc. Donc c'est vraiment très riche en termes de qualité d'information. Vous allez aussi avoir les dates des journées portes ouvertes. Vous allez avoir vraiment énormément de choses. Si j'insiste sur cette phase, c'est qu'elle concerne les élèves de terminale, bien évidemment, mais elle concerne aussi les élèves de seconde et les élèves de première. C'est-à-dire que s'informer sur Parcoursup, ce n'est pas réservé aux terminales et on peut commencer dès la seconde. Dès la seconde, on peut créer son profil et ce profil sera conservé jusqu'à l'année de terminale et on peut commencer à regarder, choisir des favoris, se faire une espèce de playlist des formations qui nous intéressent et qui, bien sûr, vont évoluer avec le temps, mais c'est tout l'intérêt. Donc vraiment, je vous encourage et j'encourage les élèves dès la seconde à aller se familiariser avec l'outil et aller un peu faire leur shopping dans toute l'information qui est proposée. La deuxième phase, qui démarre en janvier et se termine le 12 mars, donc ça dure du 19 janvier au 12 mars, on y reviendra, va consister à faire des vœux. Donc, c'est-à-dire choisir de candidater à 10 formations principales. On verra tout à l'heure le système des sous-vœux, j'y reviendrai plus en détail. Et en plus de ces 10 vœux en formation classique, les élèves ont la possibilité de faire 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Alors, bien sûr, toutes les formations ne sont pas proposées en apprentissage, mais il y en a de plus en plus. Et dans certains secteurs, pour certaines formations, c'est même quasiment systématique. Je vais penser au métier de la cuisine, de la pâtisserie, etc., où effectivement, la plupart des formations vont se faire en apprentissage. Troisième phase, la phase de choix. Donc, les formations vont étudier les dossiers des candidats, répondre aux candidats à partir du 2 juin. Et là, il va falloir choisir. Et on reviendra plus en détail sur les possibilités de choix et les possibilités de réponse en fonction des réponses que peuvent apporter les candidats, en fonction des réponses qu'ils obtiennent des universités ou des formations en règle générale. Voilà un petit peu pour le fonctionnement général. Je le disais, la qualité de l'information qui est proposée cette année dans Parcoursup est encore améliorée. Elle était déjà vraiment de très bon niveau. Et vraiment, je n'ai aucun intérêt particulier dans Parcoursup. Je n'ai aucune attache particulière avec l'éducation nationale ou avec l'enseignement supérieur. Mais voilà, c'est mon avis. C'est vraiment un niveau d'une qualité pour connaître plusieurs systèmes. Par exemple, si je le compare à UCAS, les informations qui sont fournies dans Parcoursup sont beaucoup plus riches que celles qu'on va trouver sur le système britannique. Et cette année, les formations vont rajouter trois niveaux d'informations supplémentaires qui vont être très intéressants, à mon sens, et très utilisables facilement
par les candidats et les familles. La première, c'est une carte d'identité très synthétique de chaque formation qui rappelle le statut de l'établissement. Est-ce que c'est un établissement public? Est-ce que c'est un établissement privé? De qui il dépend, etc. Les frais de scolarité et la possibilité d'obtenir une bourse et quelles sont les conditions d'attribution des bourses. Donc, ça, c'est un premier niveau d'information qui est quand même important. La deuxième chose qui est vraiment grandement améliorée cette année, et ça, je trouve ça vraiment génial pour les élèves, vous avez pour chaque formation une rubrique consacrée à comprendre les critères d'analyse des candidatures, c'est-à-dire un peu crypter Parcoursup et se dire non, c'est pas une boîte noire. Quels sont les critères qui vont faire que certains sont admis et d'autres ne sont pas admis? Donc, par exemple, c'est issu en règle générale des rapports de jury de l'année précédente, mais aussi ça va vous préciser les attendus de la formation en termes de spécialité, en termes de moyenne, en termes de niveau de langue, par exemple, etc. Et cette année, ça va inclure en plus le profil des candidats qui ont été admis à la formation l'année dernière, le profil de bachelier. C'est-à-dire, OK, les élèves qui ont été admis l'an passé dans cette formation, ils avaient, je sais pas moi, pour 75%, la spécialité maths associée à une spécialité AGGSP ou SES, par exemple. Et d'une manière générale, ils ont eu leur bac où ils avaient une moyenne autour de temps. Donc, pourquoi je dis que je trouve ça génial pour les élèves? C'est-à-dire que ça permet aux élèves de se projeter de manière excessivement concrète. Parce qu'en fait, ils connaissent leur profil de lycéen, ils savent comment ils se situent par rapport à leur classe, comment ils se positionnent en termes de notes, quelles sont leurs spécialités, quels sont leurs points forts. Ça, ils le savent. Et donc, ça leur permet de se dire, OK, est-ce que je colle à ce qui s'est passé pour cette formation l'année dernière ou pas du tout? Et ça permet d'affiner ses choix quand même, un petit peu. La troisième information qui va être proposée, alors là, qui est à plus moyen terme, c'est que pas toutes, mais les trois quarts des formations vont fournir des données qui s'intéressent à l'insertion professionnelle de leurs diplômés. Et en particulier, ça inclura des statistiques d'emploi, c'est-à-dire combien de temps les élèves mettent à trouver leur les étudiants mettent à trouver leur premier emploi, quelle est la nature de l'emploi qu'ils ont trouvé, est-ce que c'est un stage, est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, est-ce que c'est au contraire un contrat à durée indéterminée, etc. Et ça donnera aussi une fourchette de salaire à l'embauche. Alors, bien sûr, c'est un peu prospectif, mais ça donne quand même un niveau d'indication. C'est pas, à mon sens, ce sont pas des informations à prendre pour argent comptant, mais elles donnent une idée de comment on s'insère dans la vie professionnelle à l'issue de la formation, en sachant que pour un certain nombre de formations, bah, c'est moins pertinent. Je pense en particulier aux formations en licence. Quand les élèves choisissent de faire une licence, c'est en règle générale pour la poursuivre par une formation de master. Donc, les données d'insertion professionnelle à l'issue de la licence, elles ne sont pas très parlantes, elles ne vont pas nous apprendre grand-chose si la majorité des étudiants, de toute façon, poursuit ses études en master. Donc voilà, ce sera à prendre avec un peu de recul, mais c'est un niveau d'information qui est quand même supérieur, qui donne des indications qui ne sont pas inintéressantes. Hop. Alors, les trois grandes phases, je vais dire que je reviendrai sur les détails du calendrier. Donc,
ce calendrier Parcoursup auquel là vos élèves, où qu'ils soient dans le monde, vont être confrontés, c'est donc suite à la phase, donc je le répète, Parcoursup ouvre pour l'information le 17 décembre. Du 17 décembre au 18 janvier, on ne peut que se renseigner, comparer des formations, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Créer une liste de favoris, voilà, on peut faire ça, donc on peut préparer en fait son travail, mais on ne peut pas vraiment faire des vœux. La phase de sélection de vœux, c'est-à-dire un vœu, c'est je décide de candidater à telle formation. La phase de sélection de vœux va démarrer le 19 janvier et durera cette année jusqu'au 12 mars. Elle est environ une semaine plus courte que l'année dernière. Voilà. Petit point de vigilance, pour la plupart des élèves, entre le 19 janvier et le 12 mars, il y aura les vacances de février, enfin, les vacances d'hiver. Donc attention, pour certains élèves, en particulier à l'étranger, le 12 mars, vous rentrerez juste de vacances. Donc il ne faut pas se laisser déborder par le calendrier. Enfin, il faut quand même avoir une vision assez claire du calendrier. Après le 12 mars, il est impossible de rajouter des vœux. La liste de vœux est figée. En revanche, les élèves ont encore 15 jours entre le 12 mars et le 1er avril pour compléter leur dossier pour les vœux qu'ils ont sélectionnés. Compléter leur dossier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là aussi j'y reviendrai en détail, mais ça veut dire rédiger leur lettre de motivation, ça veut dire éventuellement passer les concours pour les filières sélectives, etc. Ça, c'est la phase de sélection. Entre le 1er avril et le 1er juin, les formations font leur sélection ou dressent la liste au fur et à mesure des élèves qui seront admis. À partir du 2 juin et jusqu'au 11 juillet, c'est ce qu'on appelle la phase principale d'admission. Donc, à partir du 2 juin, les élèves vont commencer à recevoir des réponses des formations auxquelles ils ont candidaté. Petite nouveauté qui est maintenue par rapport à l'année dernière, à partir du 5 juin, donc 3 jours après le début des réponses, de la réception des réponses, les élèves vont devoir classer leurs vœux en attente, c'est-à-dire des vœux pour lesquels ils sont en liste d'attente. Et là, ils devront effectivement les ordonner, c'est-à-dire dire, bah voilà, si j'ai le choix, c'est cette formation que je veux en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième. Voilà, pour tous leurs vœux en attente. Sachant que leurs vœux de départ ne sont pas classés. Pendant les épreuves de bac de métropole, donc, et non pas les épreuves de bac à l'étranger, pendant les épreuves de bac de métropole, les réponses sont suspendues, c'est-à-dire du 15 au 18 juin, il n'y aura aucune réponse. Pourquoi? Parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Quand un élève reçoit une réponse, il a 48 heures pour lui donner, accepter ou non l'offre qui lui est faite. Okay. Donc, pendant les épreuves écrites de terminale, entre la philo et la fin des épreuves de spécialité, pas de réponse de Parcoursup. En revanche, pour les élèves des lycées français de l'étranger, je pense en particulier aux élèves en Amérique du Nord, par exemple, ou un certain nombre de centres étrangers, vous continuerez à recevoir des réponses de Parcoursup pendant vos épreuves écrites du baccalauréat. Donc là, il faut rester vigilant parce que si vous recevez une réponse le jour de la philo, eh ben, il faut répondre au plus tard le jour de la deuxième épreuve de spécialité.
Voilà. Donc ça, c'est une petite difficulté supplémentaire pour les élèves des lycées français de l'étranger. Euh, Troisième phase, du 11 juin au 10 septembre, c'est ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc, elle s'adresse à des élèves, soit qui n'auraient pas eu de réponse positive, donc, on l'a vu, ils sont très peu nombreux, mais bon, il y en a, euh, soit des élèves qui ont des réponses positives, mais finalement que pour des formations qu'ils ne veulent pas. Parce que, ben, on sait tous les ans pareil, entre les vœux en mars et les réponses en juin, ben, les envies des élèves en termes de poursuite d'études peuvent évoluer. Du fait de rencontres, de participation à un forum, de tout un tas d'éléments extérieurs. Et donc, oups, pourquoi ça a bougé ça? Pardon. Dans cette phase complémentaire, à partir du 11 juin, les élèves, tous les élèves, ont la possibilité de formuler 10 nouveaux vœux dans des formations qui ont encore des places disponibles. Et uniquement dans des formations qui ont encore des places disponibles. Il y en a tous les ans. Alors évidemment, si elles ont encore des places disponibles, ce n'est pas forcément les plus demandées. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas celle qui va intéresser vos enfants ou qui peut intéresser vos enfants. Voilà. Et cette phase complémentaire dure jusqu'au 10 septembre. Voilà pour les trois grandes phases de ce calendrier Parcoursup. Quelques points de vigilance, en fait, pour les élèves des lycées français de l'étranger. Alors, ça paraît évident, mais les dates et les heures limites sont toujours en heure française. Donc, si vous êtes en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, pas de problème. En revanche, si vous êtes au Japon ou en Australie, attention, pour vous, attention de rester vigilant sur le deadline qui est fixé en heure française. Euh, deuxième élément spécifique, les élèves du réseau qui ont une aide à la scolarité à 100% et uniquement une aide à la scolarité à 100% sont considérés dans Parcoursup comme boursiers. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de cocher « Je suis boursier » dans le dossier. Donc, pour ceux qui n'ont pas une aide à la scolarité à 100%, il y a à un endroit la possibilité de dire qu'on a une aide à 70% ou 50% dans le cadre dans l'établissement dans lequel on est scolarisé. Le troisième point, c'est que pour les élèves des lycées français de l'étranger, il n'y a pas de sectorisation en première année de licence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les élèves qui sont scolarisés en France et qui veulent faire une licence dite non sélective, c'est-à-dire une licence qui ne sélectionne pas les candidats, qui accepte tous les candidats qui demandent cette formation tant qu'il y a de la place. Donc, une licence de psycho, par exemple, une licence d'économie-gestion, une licence de droit. Quand on est scolarisé en France, donc je ne sais pas moi, par exemple ici à Toulouse, si on fait sa terminale à Toulouse, on est prioritaire sur la licence de droit de l'Université Toulouse-Capitole. En revanche, on n'est pas du tout prioritaire sur la licence de droit de l'Université de Bordeaux 4, par exemple, ou de Paris-Assas. Pour les élèves des lycées français de l'étranger, ils sont prioritaires partout. Enfin, ils ne sont jamais non prioritaires. Donc, ils sont considérés comme étant du secteur, quelle que soit la candidature qu'ils font. Donc, ça, c'est plutôt un avantage.
Dernier point, et on en a parlé à 13 heures, parce qu'on a eu effectivement pas mal de questions là-dessus. Euh, Si le premier choix de vos enfants est de faire ses études dans un système étranger, hors de France, on les encourage, et Soukaina l'avait confirmé aussi, à s'inscrire sur Parcoursup. Au moins de faire un vœu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, quand on s'inscrit sur Parcoursup via son établissement, son année de terminale, c'est l'établissement qui va renseigner tous les bulletins de notes, qui va télétransmettre en fait les bulletins de notes, etc. D'accord? Donc, le dossier sera complété par le lycée de votre enfant, en partie. Et donc, si l'année suivante, votre enfant veut se réorienter, bah, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Même chose si l'élève souhaite faire une année de césure. Okay. Un élève qui souhaite faire une année de césure, je l'encourage à créer son dossier dès son année de terminale pour les mêmes raisons. Et Soukaina tout à l'heure, à 13 heures, précisait aussi que Parcoursup accorde pas mal de poids. Bah, je te laisse l'expliquer, Soukaina, si tu veux. Tout à fait. Alors, ce que j'expliquais, c'est que on a beaucoup d'élèves qui postulent au début de l'année, donc en Angleterre notamment ou en Espagne, mais à partir du mois de décembre, où ils vont faire un très bon deuxième trimestre, le Parcoursup va valoriser cette année de terminale, contrairement à d'autres pays. Et donc, si jamais vous faites un très bon deuxième trimestre, par exemple, ou, comme tu as dit, Caroline, pour les élèves qui sont par semestre un très bon premier semestre, et ben, ça va être valorisé sur Parcoursup. Il va y avoir aussi un avis favorable de la part de vos professeurs, ce qui va vous aider à avoir des bonnes écoles, des bonnes universités, des bons programmes sur la plateforme. Donc, il faut impérativement postuler sur Parcoursup, même si votre premier choix est un autre pays, parce que votre choix va évoluer tout au long de l'année. Et l'idée, c'est de ne pas regretter en juin de ne pas avoir postulé sur Parcoursup. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est se priver d'avoir les avis de l'équipe pédagogique, d'avoir toute cette automatisation qui valorise le dossier et qui franchement facilite en fait l'admission dans les écoles que les élèves souhaitent et dans des universités de bonne qualité en fait. Euh, donc voilà pour ces points de vigilance. Alors, comment est-ce qu'on construit son dossier de candidature? Alors, je reviens un petit peu en arrière juste pour que vous compreniez bien. Dans Parcoursup, en fait, on va trouver, avec 25 000 formations, évidemment, une offre qui est très globale. On va trouver des écoles, hein, par exemple, pour lesquelles on ne peut que s'informer et pour lesquelles les candidatures vont se faire hors de la plateforme. Okay. Mais les informations relatives aux critères d'admission, au cursus proposé, etc., seront disponibles à titre d'information. En revanche, il faudra aller sur le site des écoles pour candidater. C'est le cas, par exemple, des écoles de cinéma. C'est le cas de certaines écoles de design, par exemple. Ensuite, vous allez trouver des filières. Donc, on va trouver 3 types de filières. Ensuite, sur lesquelles on peut faire des vœux. L'élève peut faire des vœux sur la plateforme. On va trouver des filières sélectives. Qu'est-ce que c'est une filière sélective? Une filière sélective, c'est une filière qui choisit ses futurs étudiants. Elle les sélectionne et elle les classe. Et ensuite, elle fait des réponses favorables aux candidats qu'elle a sélectionnés et des réponses défavorables aux candidats qu'elle n'a pas sélectionnés.
Donc, ce sont par exemple les classes préparatoires, bien évidemment, les écoles post-bac qui recrutent sur concours, les bachelors universitaires de technologie, donc les anciens DUT qui sont maintenant 3 ans, les BTS, les écoles d'architecture, les écoles dans le paramédical, orthophonie, infirmière ou infirmier, etc. Voilà, les enfants vont candidater et les formations vont étudier leur dossier selon les critères qu'elles ont publiés sur la plateforme et sélectionner un certain nombre de candidats. On a ensuite des filières dites non sélectives. Donc, par définition, elles prennent tout le monde tant qu'il y a de la place. Donc, ce sont principalement des licences. Et ça inclut le professorat des écoles qui va être maintenant accessible sur la base de la licence. Donc, la plupart la quasi-totalité sont à l'université publique. Et tant qu'il y a de la place, vous êtes sûr d'être admis. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une filière non sélective. On y reviendra. Bien évidemment, on va encourager les élèves à faire systématiquement au moins un vœu non sélectif pour être sûr d'avoir une réponse positive. Et vous avez ensuite des filières en apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est une partie à l'école, une partie en entreprise, qui donne droit à 10 vœux supplémentaires. Voilà tout ce que vous allez trouver et ce dont quoi il va falloir choisir. En ce qui concerne les vœux et les sous-vœux, donc je l'ai dit tout à l'heure, chaque élève peut formuler en phase principale 10 vœux et 10 vœux en apprentissage pour les formations concernées. En plus de ça, les élèves vont pouvoir formuler des sous-vœux et jusqu'à un maximum de 20 sous-vœux. Qu'est-ce que c'est un sous-vœu? Un sous-vœu, c'est je prends un exemple, je veux faire une classe préparatoire à ECG en commerce. Les sous-vœux, ça va être les établissements que je vais choisir. Autre exemple, je veux faire une école d'infirmier. Là aussi, le vœu principal, c'est école d'infirmier. Les sous-vœux, c'est les instituts de formation. Donc, il y en a plusieurs en France, chacun constituant un sous-vœu. Ces sous-vœux sont limités à 20, en théorie. Mais en réalité, il y a de très nombreuses formations pour lesquelles les sous-vœux ne sont pas décomptés. Donc, ça veut dire que le nombre de sous-vœux est illimité. C'est en particulier tout ce qui est paramédical, orthophonie, infirmier, etc. Les écoles d'ingénieurs post-bac, ça veut dire que si je prends l'exemple des écoles d'ingénieurs post-bac, un élève qui va passer le concours GEPI Polytech, mais aussi le concours Advance, ça c'est 2 vœux. À l'intérieur, le concours GEPI, c'est 35 écoles. S'il décide de candidater aux 35 écoles, c'est 35 sous-vœux, qui bien sûr ne sont pas décomptés dans les 20 sous-vœux. Si le concours Advance, c'est 4 écoles, s'il candidate aux 4 écoles, pareil, c'est 4 sous-vœux qui ne sont pas décomptés. C'est pareil pour les écoles de commerce, c'est pareil pour les IEP et c'est pareil pour la médecine. Si vous faites une formation en sciences de la santé, c'est-à-dire PASS, vous avez la possibilité de choisir des sous-vœux correspondant à la mineure que vous allez choisir. C'est-à-dire que vous faites études de santé mineure, je ne sais pas moi, chimie ou mineur informatique, par exemple, c'est 2 sous-vœux. Voilà. Et en ça, tous ces sous-vœux ne sont pas décomptés.
Alors, pour répondre en direct à Aurélie, euh, si on a une seule formation dans laquelle on est intéressé, si c'est une formation non sélective, vous pouvez faire un seul vœu, même si il peut y avoir plusieurs endroits pour faire cette formation. Si c'est une formation sélective, euh, à ce moment-là, ça mérite quand même de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si je suis pas pris? Est-ce que je fais pas un autre vœu? Ça, c'est la première réponse. Euh, alors, en ce qui concerne donc Zoï, pour les filières qui ont un numerus clausus, c'est-à-dire effectivement filière non sélective qui accepte que 200 étudiants. Comment ils choisissent les 200 étudiants? Chaque université a sa méthode, mais ce n'est pas un classement. Euh, souvent, c'est euh, souvent c'est aléatoire. Euh, Par exemple, à Paris, en médecine, ils tirent au sort parmi les postulants qui sont prioritaires. Euh, et en réalité, même s'il n'y a que 200 places, on va sur une filière non sélective. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre en attente parce qu'en fait, Parcoursup, ça bouge énormément. Donc, je sais pas, moi, je prends l'exemple de mon neveu qui était qui a passé son bac l'année dernière. Il était au lycée Fermat à Toulouse. Il voulait faire PASS, donc pour faire des études de médecine. Au début des réponses, il était en liste d'attente sur l'université de Toulouse. Donc, et là, on attend que les vœux remontent parce que tout le monde fait pareil. C'est-à-dire que lui, il avait candidaté à l'université de Toulouse et c'était son premier vœu, mais il avait aussi candidaté à l'université de Lille et il avait aussi candidaté à l'université de Besançon et etc. Donc, le temps que tout ça se régule, que les élèves acceptent leurs vœux, d'où la règle des 48 heures pour répondre, effectivement, vous remontez dans la liste d'attente et vous finissez par être admis. En règle générale, les filières non sélectives, ce n'est pas tellement problématique. Ces dernières années, en tout cas, ça a eu été problématique. Ces dernières années, ça a été assez peu problématique. Euh, et pour répondre à Damien, c'est 20 sous-vœux en tout pour les sous-vœux qui comptent, bien évidemment. Euh, Vous avez, quand les enfants vont commencer à faire leurs vœux et leurs sous-vœux, vous allez voir, vous avez un petit compteur dans Parcoursup, c'est assez facile, qui vous permet de suivre comment ça se calcule. Là aussi, d'expérience, euh, c'est rare que les sous-vœux posent problème, que le nombre de sous-vœux pose problème en réalité. Parce que sur les filières qui sont très sélectives et pour lesquelles les élèves sont amenés à faire beaucoup de sous-vœux, la plupart du temps, ces sous-vœux ne sont pas comptés. Euh, donc voilà pour cette première phase de vœux et de sous-vœux. Hop. Voilà. Pardon. Alors, comment optimiser un peu ces choix d'orientation? Euh, Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est toute l'importance de cette phase d'information, pour les filières dites sélectives, il faut vraiment bien étudier ce qui est attendu par la formation, à la fois en termes de spécialité et à la fois en termes de niveau et en termes de profil d'élève. C'est-à-dire que, euh, alors, dans la stratégie, il faut avoir, j'ai envie de dire, un ou deux vœux qui sont ce serait génial si j'avais ça, et puis, ou peut-être trois, et puis euh, quatre vœux, au moins euh, quatre, cinq vœux qui correspondent au profil de l'élève, et puis deux vœux, deux ou trois vœux de sécurité, dont un vœu non sélectif.
Voilà, si je devais le construire d'un point de vue stratégique, ce serait ça. Euh, pour les filières non sélectives, comme les élèves ne sont pas sectorisés, là, c'est plus des choix bon, qui vont paraître évidents en termes de parents, mais parfois les enfants ont un peu du mal à l'entendre. Donc, c'est pour ça que je préfère le redire. En fait, c'est important de choisir une université ou un cursus, un endroit dans lequel le futur étudiant a éventuellement des attaches, il connaît des gens, ou il connaît la ville, ou etc. Parfois, les familles sont loin pour certains enfants, et donc, c'est quand même, ça rend les choses un peu plus faciles. Euh, et bien évidemment, donc, on a parlé des sous-vœux et du nombre de sous-vœux, donc, qui est à optimiser, mais très franchement, c'est un, c'est un, c'est plutôt, quand je dis optimiser le nombre de sous-vœux, je veux plutôt dire de profiter pleinement de la possibilité de faire des sous-vœux. Ça veut dire que en classe prépa, par exemple, les élèves ont la possibilité de faire des vœux, de postuler à des filières avec ou sans internat, et ensuite de choisir les écoles, les lycées, les établissements auxquels ils candidatent. Et donc, ça multiplie les chances. Donc, en fait, quand je veux dire optimiser le nombre de sous-vœux, c'est plutôt d'utiliser au maximum cette possibilité de sous-vœux de manière à multiplier euh, la proportion de réponses positives que l'élève pourra recevoir. Et enfin, ça paraît évident, il faut soigner son dossier. C'est-à-dire que là aussi, on peut entendre parfois, de toute façon, les formations ne lisent pas la candidature, c'est un ordinateur qui décide, etc. En réalité, derrière ce processus de sélection, il y a toujours un jury de sélection, il y a toujours une étude des dossiers de candidature des élèves. Alors sûrement que toutes ces formations aujourd'hui utilisent l'IA, hein, ça me paraît évident. Mais s'imaginer que, alors pour les filières sélectives, non sélectives, par exemple, la lettre de motivation a assez peu d'importance puisque effectivement on prend tout le monde. Il y a même des formations qui ne la demandent pas. Et donc auquel cas, on n'en a pas besoin. Mais quand une formation demande des éléments spécifiques au dossier, c'est qu'ils vont être utilisés. C'est pas juste pour embêter les élèves de terminale. Donc, il faut prendre le temps de rendre quelque chose de qualité. Qu'est-ce qui est pris en compte dans le dossier de candidature? Et ça va me permettre de répondre à Samia. Euh, euh, Qu'est-ce qui est pris en compte? Alors, pour toutes les filières, ce qui est pris en compte, ce sont les bulletins de première et de terminale. Donc, en terminale, soit les 2 premiers trimestres, soit, donc, comme Soukaina l'expliquait, avec un, point, enfin, un intérêt réel pour le bulletin du 2e trimestre de terminale, soit pour les établissements qui sont en semestre, comme à Lisbonne, par exemple, ils sont en semestre, euh, ou à Bruxelles, les bulletins du 1er semestre. Sont pris en compte dans Parcoursup les notes de bac de français, on est notes officielles. Pour les élèves qui sont cette année en première et qui seront donc en terminale l'année prochaine, seront bien sûr prises aussi en compte les notes de l'épreuve anticipée de maths. Évidemment, est prise en compte, la lettre de motivation si elle est demandée. Donc, j'insiste bien, elle n'est pas systématique. Donc là, il faut bien vérifier ce qui est demandé par la formation. Est pris en compte aussi la rubrique activités et centres d'intérêt. Donc, cette rubrique, elle se divise en quatre parties et elle est destinée à permettre à l'élève de valoriser son profil, en particulier en spécifiant ses engagements,
citoyen et civique, par exemple, ses éventuelles expériences professionnelles, mais aussi les particularités de son parcours en termes de langue, d'activités sportives, etc. Cette rubrique, donc c'est une rubrique, enfin c'est un onglet dans Parcoursup avec ces 4 blocs. C'est commun à toutes les candidatures. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est véritablement dans cette rubrique que l'élève mette en valeur ce qu'il est, en liaison quand même avec les filières auxquelles il candidate, mais sans spécifier, comment dire, sans citer une formation spécifique. Et ensuite, est prise en compte aussi, on en parlait tout à l'heure, pour toutes les filières, la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, c'est un document qui est complété par l'équipe pédagogique, donc le conseil de classe, enfin les profs de votre enfant de terminale, et qui donne son avis sur les vœux d'orientation, vœu par vœu. Voilà. En plus de ça, pour les filières sélectives, vont pouvoir se rajouter des épreuves écrites de concours, donc par exemple les concours post-bac, le concours des IEP, des épreuves orales, par exemple Sciences Po Paris, les écoles d'architecture, des écrits spécifiques, parfois ils sont demandés, et parfois même des lettres de motivation dans une langue étrangère. C'est vrai, par exemple, pour, je ne sais pas, moi, votre enfant décide de candidater à une licence, je prenais cet exemple tout à l'heure parce qu'il y en a une ici, mais une double licence droit français, droit du UK, droit britannique. Donc, qui se déroule avec un cursus à Toulouse et un cursus au Royaume-Uni. Et là, c'est une filière sélective dans laquelle il y a une trentaine de places. On demande aux élèves de rédiger une lettre de motivation en anglais. Et pour les élèves qui sont sélectionnés, ils vont en plus aller passer un entretien. Et à l'issue de ce processus, la liste définitive des admis et la liste d'attente sera rédigée. Donc voilà ce qui va être trouvé. Pour répondre à Samia, à ma connaissance, en France, il n'y a pas c'est pas comme UCAS, il n'y a pas d'admission sous réserve. Enfin, on le verra tout à l'heure, on peut avoir une réponse oui, mais elle est rarement conditionnée à des notes de bac. Donc, même, j'ai pas connaissance. Soukaina, est-ce que toi, tu as déjà vu ça? Une réponse qui serait conditionnée à des notes de bac? Non, non, sur Parcoursup, absolument pas. Ouais, voilà, sur Parcoursup, je crois que ça n'arrive jamais. C'est systématique dans UCAS, elles vous en parleront tout à l'heure, mais sur Parcoursup, ça n'arrive jamais. La fiche à venir, les élèves peuvent la consulter après cette année après le 1er avril, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été complétée. Voilà. Et donc, manifestement, il y a pas mal de questions sur les sous-vœux. Donc, avant que je réponde aux questions sur les sous-vœux, je vais finir sur le processus et ensuite je reviendrai sur les sous-vœux. Donc, les réponses que l'on peut avoir à ces vœux, donc à partir du 2 juin, on peut avoir une réponse positive. Donc, oui, vous êtes accepté dans la formation à laquelle vous avez choisi. Les réponses sont données au fur et à mesure par les formations. Et en fait, il faut savoir que vos enfants font 10 vœux. Ces vœux ne sont pas classés et sont complètement indépendants. C'est-à-dire qu'un élève qui décide
qui hésite, par exemple. Et il a candidaté en licence de psycho et en même temps, il a candidaté en licence de physique-chimie. Euh, En fait, il n'y a pas de... Le jury d'admission de la licence de physique-chimie ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait comme autre candidature. Donc, c'est complètement indépendant. Et les réponses vont arriver au fur et à mesure que les formations traitent leur processus d'admission. Bon, on va avoir pas mal de réponses les 2, 3 premiers jours. Ça va arriver en bloc. Et puis ensuite, c'est un peu au fil de l'eau. Euh, donc, euh, si l'élève reçoit une réponse oui, donc ça veut dire qu'il est accepté de manière définitive à cette formation, et ce, quelles que soient ses notes de bac. Donc, en dehors de l'Amérique du Nord, pour tous les autres élèves, ce sera avant les épreuves écrites. Donc, c'est un petit peu aussi pour les écrits. Là, après une réponse positive, l'élève a 48 heures pour répondre. Comment est-ce qu'il peut répondre à une formation dans laquelle il a été accepté? Il peut dire oui, génial, j'ai été accepté dans ce qui était mon premier choix, je l'accepte. C'est terminé, on peut fermer Parcoursup et oublier le dossier. Voilà. En même temps, il ou elle libère la place dans toutes les autres formations auxquelles il avait candidaté, etc. C'est fini. Deuxième possibilité de réponse, quand même très fréquente, c'est on répond oui, mais. Donc, oui, pour l'instant, j'accepte ce vœu, mais j'ai des formations sur lesquelles je suis encore en attente. Et donc, je me réserve le droit de donner une réponse définitive ultérieurement. C'est ce qu'on appelle un oui, mais. Et puis, vous pouvez répondre non. C'est-à-dire que le premier jour, vous êtes admis, l'élève de terminale est admis à 3 formations. Il sait déjà que dans ces 3, il y en a une qu'il préfère. Donc, il va dire oui à une et non, ou oui mais à l'une et non aux 2 autres. Et attendre le résultat de ses autres vœux. Voilà. OK. Ça, c'est la réponse reçue des formations qui est oui. Deuxième type de réponse, c'est oui si. Alors oui si, c'est jamais donc, comme on l'a dit, ce ne sont jamais en fonction des notes de bac. C'est oui si vous acceptez de suivre un module complémentaire ou un module de remise à niveau ou etc. Ça va être ce type de conditions. Troisième possibilité de réponse, c'est votre candidature est en attente. Donc, ça veut dire que vous avez été classé parmi les admis possibles et on attend que les premiers admis aient donné leur réponse et donc potentiellement libérer des places pour que ça arrive à vous. Et vous avez, en règle générale, vous avez systématiquement votre rang sur la liste d'attente. Et pour être complètement transparent, vous avez dans Parcoursup, et souvent c'est remis au moment des réponses, vous avez le rang du dernier admis l'année précédente. Donc ça vous donne une idée de où et comment vous vous situez dans la liste d'attente. Et enfin, vous avez la réponse non, c'est-à-dire non, vous n'avez pas été accepté dans cette formation. Voilà. Donc voilà pour les réponses que l'on va pouvoir obtenir. Alors, avant qu'on passe aux candidatures à l'étranger, je vais juste répondre aux 2 questions sur les sous-vœux. Donc, les formations pour lesquelles il existe des sous-vœux sont des formations qui sont sélectives pour la plupart. Donc, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des formations dans le paramédical. En santé, ça va être des sous-vœux en liaison avec les mineurs que vont choisir les élèves, donc la deuxième matière qu'ils vont choisir. Ça va être les écoles de commerce post-bac, les écoles d'ingénieurs post-bac. Ça va être qu'est-ce qu'il y a d'autre en sous-vœux? Qu'est-ce que j'oublie? Les classes prépa, systématiquement.
Voilà. Et pour une formation en gestion, par exemple, je ne sais pas, moi, vous choisissez une licence économie droit et en sous-vœu, ou économie gestion, et en sous-vœu, vous pouvez avoir économie gestion option, je sais pas moi, option comptabilité anglo-saxonne ou économie gestion option maths, etc. Voilà. Euh, voilà pour des exemples. Et donc, oui, alors je peux répéter oui, mais. Donc, oui, mais, c'est la réponse que donne un élève, que peut donner un élève à une formation qu'il a acceptée, qui lui a dit oui. Donc, le mail ou le SMS que vous recevez le mail que vous recevez de Parcoursup, c'est vous avez été accepté dans cette formation. Et là, l'élève peut répondre j'accepte moi aussi cette formation, mais j'ai encore des vœux en attente. Donc, ça veut dire je garde ma place, mais ce n'est pas une réponse définitive. Voilà. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Soukaina, je te donne la main sur les filières à l'étranger. Ok, alors, sur l'étranger, en complément bien entendu de Parcoursup, on a le Royaume-Uni, qui est un pays où les élèves postulent beaucoup, les Pays-Bas, qui est en train de se faire connaître de plus en plus auprès des lycées français, et l'Espagne. Donc, sur ces trois pays, on va avoir principalement le même format de programme. Donc, c'est soit 3 ans, soit 4 ans pour chacun. J'ai mis en tant que domaine le management et l'ingénierie, mais c'est aussi valable pour tout ce qui est relations internationales, sciences politiques par exemple, droit, communication, design. C'est le même principe sur ces pays. Sur les plateformes, donc on a en Angleterre une plateforme comme Parcoursup qui est UCAS. C'est la plateforme qui va centraliser les inscriptions. La date limite de UCAS est le 14 janvier. Donc là, on est sur une date qui est beaucoup plus tôt que Parcoursup, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut s'occuper des inscriptions en Angleterre. En termes de nombre de choix, on va avoir 5 choix à faire sur UCAS, programme et université. Donc ça va être 5 programmes. Il va falloir, pour pouvoir postuler, avoir un professeur référent, c'est-à-dire un professeur qui va accepter de faire une lettre de recommandation pour l'élève et l'insérer sur la plateforme. Et le deuxième point important, c'est les notes prédictives. Donc, il faut impérativement que chaque matière, donc chaque prof de chaque matière en terminale vous donne une note prédictive au bac. Donc, ce qu'il pense que vous allez avoir au bac. Et enfin, un essai, donc une lettre de motivation, ce qu'on appelle le personal statement. Cette année, il a été divisé en 3 questions. Donc, il faut répondre à ces 3 questions. Bien entendu, il est nécessaire d'avoir un minimum de niveau en anglais, donc via le test IELTS, mais ce test peut être remis en été. Il n'est pas obligatoire de le remettre dès le 14 janvier. Ensuite, sur les Pays-Bas, la plateforme qui centralise les inscriptions, c'est StudyLink. Vous avez le droit à 4 choix. La deadline, elle se rapproche de l'Angleterre, c'est le 15 janvier pour les formations sélectives, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un nombre limité d'élèves. Pour les autres formations qui sont moins sélectives, il se peut que les dates limites soient plus étalées sur le mois de février, mars ou avril. Il est nécessaire d'avoir un CV pour mettre en valeur toute la partie extrascolaire notamment, une lettre de motivation aussi, et pour les filières sélectives, un oral de motivation ou un test d'admission sera nécessaire. Bien entendu, l'IELTS est encore une fois nécessaire sur les Pays-Bas. Enfin, sur l'Espagne. Donc, sur l'Espagne, on n'a pas de deadline en tant que tel, pas de plateforme. Donc, chaque université va
va demander une inscription via son site. Par contre, quand il n'y a plus de place sur un programme, on vous met sur liste d'attente. Je pense au management ou à l'ingénierie. Donc, ce qu'on conseille, c'est sur les écoles qui sont très demandées, type l'IE à Madrid, de postuler avant le mois de février pour assurer que si vous avez les notes et le dossier vous avez une place garantie. Il va falloir des lettres de recommandation pour l'Espagne aussi, un CV et bien entendu un oral pour convaincre le jury d'admission. Voilà pour la partie donc management ingénierie sur le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne. On passe à la partie santé. Donc sur la médecine et la santé plus généralement à l'international, on a l'Espagne qui est une alternative au programme PASS de Parcoursup. Sur l'Espagne, donc on a la médecine, la pharma et le dentaire. La médecine est principalement en espagnol, donc il faut avoir un bon niveau en espagnol au lycée. Elle est conditionnée par un test de langue, espagnol et anglais, et aussi par un test de chimie et biologie. Le format de la médecine, c'est 6 années, puis ensuite la spécialité. Ensuite, on a la pharmacie et le dentaire qui sont un peu plus accessibles. Sur la pharmacie et le dentaire, il n'y a pas de test de médecine. Par contre, bien entendu, il y a des tests de langue. Il y a une possibilité d'étudier en anglais. Et pour ces 3 formations, il va y avoir une homologation des bulletins de première. Donc, il faut impérativement avoir des bonnes notes. Sur la médecine, c'est autour de 16 de moyenne. Pharmacie, autour de 13. Et le dentaire, autour de 14 de moyenne. Donc, en fait, via ce système d'homologation, on va convertir les notes françaises en notes équivalentes sur le système espagnol. Voilà pour l'Espagne. Concernant la Belgique, donc la Belgique, on a médecine, pharmacie et dentaire également. 6 ans sur la médecine, 5 ans en pharmacie et 5 ans en dentaire. Sur la partie des deadlines, on a une première deadline en mars pour la pharmacie qui n'est pas conditionnée par un test, c'est sur dossier via chaque université. Sur la médecine et le dentaire, il y a un test de médecine qui est très sélectif et qui a un quota d'élèves non belges. Ce test s'articule autour de la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques et des compétences transverses. Donc, si vous visez la médecine en Belgique, il faut impérativement prévoir de travailler tout au long de l'année de terminale ce fameux test qui se déroule en juillet. Voilà pour la médecine à l'international. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les inscriptions hors France. Super, merci beaucoup, Soukaina. Alors, je vois l'heure, je vois qu'on a, bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours un webinaire qui déborde, hein, donc voilà, et on essaye de ramasser, mais c'est beaucoup d'infos. Donc, pour finir, en fait, je vais juste insister sur le fait que, bien évidemment, vous l'avez vu, l'ensemble de ces formations, hop, je vais y arriver, l'ensemble de ces formations, beaucoup de formations vont sélectionner leurs candidats, donc il n'y a pas de miracle, donc ça veut dire qu'il faut avoir un dossier qui soit le meilleur possible par rapport à ce qu'on veut faire, donc que ce soit en première avec le bac de français et maintenant le bac de maths, ou en terminale sur les matières de spécialité en particulier, ça vaut peut-être le coup de renforcer encore un peu ses connaissances pour améliorer ses résultats.
Et bien évidemment, en ce qui concerne les concours post-bac, ce sont des concours qui se préparent. Hop, je vais aller juste là. Ce sont des concours qui se préparent, auxquels on arrive quand même jamais les mains dans les poches en se disant ça va fonctionner. Donc voilà. Donc si nous, à VROS, effectivement, on a cette capacité d'accompagner les élèves. Donc, par exemple, sur les écoles d'ingénieurs, on est sur des profils d'élèves de très bon niveau qui viennent s'entraîner et travailler l'ensemble du programme d'ici les épreuves de concours qui sont fin avril. Euh, donc voilà, que ce soit par le biais de ces prépas ou que ce soit via des stages aux vacances de Noël, par exemple, ou un suivi plus régulier ou un module plus ponctuel, n'hésitez pas à nous solliciter si vous pensez que c'est nécessaire ou si votre enfant pense que voilà, il aurait besoin d'un coup de pouce pour travailler à un point ou à un autre. Ça peut être excessivement ponctuel. Euh, et assez flexible dans l'organisation. Voilà. D'ici lundi, je m'engage à avoir monté l'enregistrement de ce webinaire, donc celui de ce soir ou celui de ce midi, en tout cas un des deux, et celui dans lequel le son sera de la meilleure qualité. Et à vous le partager avec le PowerPoint par email, si ça vous convient. Voilà, donc je suis désolée d'avoir débordé, c'était un peu long, il est un peu tard. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore Mélissa pour cette organisation et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.